Juifs et Corses, une bien longue histoire. Une série de 3 émissions de Christine Bartoli et Xavier Nataf. Alors moi, nous avions au village un bar tabac qui faisait restaurant et il y avait des juifs qui venaient. Il y avait monsieur Zéphir, il s'appelait Zéphir, l'autre Abo. Ils venaient dans le village, c'était des marchands ambulants, ils venaient vendre leurs vêtements et tout ça. Tu sais, on appelait ça les marchands ambulants. Donc ils mangeaient chez nous. Ma mère leur faisait à manger et tout. Ils restaient même 2 ou 3 jours pour vendre des marchandises, donc des vêtements et ce qu'ils avaient, des habits au village. Donc pendant des années, pendant mon enfance, ils sont toujours venus. Et puis donc après, moi je suis parti à l'armée et tout ça. Bon, après ils ont eu leur famille, ils sont nés tous à Bastia. Il y a une rue, c'est la rue Napoléon, il y a toujours des magasins juifs qui sont là-bas et qui vendent des vêtements et que leurs propres fils et petits-fils sont nés là-bas, donc c'est des Corses juifs qui sont toujours là-bas. Depuis près de 2 millénaires, les peuples juifs et corses se côtoient, s'apprécient et s'enrichissent mutuellement. Cette émission explore les multiples aspects de cette relation unique. Les premières traces d'une présence juive dans l'île se situent aux alentours de l'an 800. Les membres de la communauté juive se sont dispersés un peu partout dans l'île en devenant partie intégrante de la population, et dans certains villages de montagne, des églises gardent encore la trace de documents rédigés en hébreu à côté de ceux rédigés en latin. Je travaille sur le judaïsme antique, les origines du judaïsme. Michael Langlois, docteur en sciences historiques et philologiques, spécialiste de littérature hébraïque. On a des sources littéraires et on a des sources archéologiques. Alors, du point de vue archéologique, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On n'a pas fait de découvertes très anciennes. Ensuite, pour ce qu'on sait de l'histoire de l'Antiquité, on sait qu'il y a une présence de populations sémites, notamment les Phéniciens, ce sont les voisins des Hébreux. Ils parlent la même langue, vraiment peu de choses près, c'est le même, quelques petites différences dialectales. Et on sait par exemple que les Phéniciens avaient des comptoirs commerciaux dans toute la Méditerranée et dans la région notamment. Alors en Corse, là encore, pas grand-chose comme découverte archéologique. Et ça se passe, disons, peut-être 500 ans avant notre ère, milieu du premier millénaire avant notre ère. Au tournant de notre ère, on a une mention des Juifs. Alors là, pour le coup, c'est malheureusement une source un petit peu triste, puisque c'est l'empereur Tibère qui exile des Juifs et il les déporte et il les envoie dans la province romaine de l'époque, qui est la province qui réunit la Sardaigne et la Corse. Alors on ne dit pas exactement à quel endroit ils sont placés, mais on sait que la Corse, à l'époque romaine, était utilisée une sorte de prison géante. Vous voyez, on déportait des gens, les envoyait là-bas à cause de la topographie, du relief. On disait on va les envoyer là-bas. Et donc il est possible que sous l'empereur Tibère, donc au tournant de notre ère, qu'il y ait plusieurs milliers de Juifs qui étaient déportés en Corse. Ce serait peut-être la première implantation, en tout cas attestée de sources littéraires.
Romains vont prendre la Corse, il y aura des guerres, les Romains vont se battre. Je parlais des Phéniciens tout à l'heure. Les Phéniciens s'installent un peu partout en Méditerranée, notamment à Carthage, et il y a toute une série de guerres entre les Romains et les Puniques, c'est-à-dire les Phéniciens établis à Carthage. À l'issue de ces guerres, finalement, les Romains prennent ces îles, que sont la Corse et la Sardaigne, vont s'implanter, mais ils s'implantent uniquement sur la côte. C'est utile pour le commerce, forcément, mais ils se plaignent des populations locales à l'intérieur des terres. Ils les traitent de barbares, de sauvages, enfin, vous voyez le truc. Et puis, voilà, on nous en parle, mais pas en très bons termes. Et on ne sait pas grand-chose sur cette population locale de Corse, mais qui manifestement avait du tempérament, comme c'est le cas encore aujourd'hui. Alors, tout au long de l'histoire, on a des mentions, mais alors qui sont à chaque fois de sources littéraires. Lorsque l'Empire romain va se christianiser à partir du IVe siècle de notre ère, l'Empire romain va devenir chrétien, et malheureusement, ça va être l'occasion de persécutions régulières de populations juives qui vont fuir, être ballottées tantôt à droite, tantôt à gauche, et on sait qu'à plusieurs périodes de l'histoire, les Juifs vont aller se réfugier en Corse, soit de leur propre fait, soit parce qu'ils vont y être invités. Donc c'est difficile d'établir une chronologie exacte, de savoir à quelle époque et pourquoi, mais en tout cas, on imagine très bien que de façon régulière, un certain nombre de Juifs sont allés s'installer en Corse. La Corse, comme les autres îles, enfin, présente un avantage pour le commerce, puisque à l'époque, forcément, les bateaux vont moins vite qu'aujourd'hui, donc ils peuvent partir moins longtemps en mer, il faut pouvoir s'approvisionner, etc. Donc, tout le long de la côte méditerranéenne, on est content de pouvoir faire escale, d'avoir des ports, et c'est sûr que la Corse sert de ça. Comme je vous disais, les premières implantations qui datent dès le premier millénaire avant notre ère, eh bien, c'est essentiellement à but commercial. Donc, on imagine très bien que des Juifs aient pu résider là-bas, et d'ailleurs, on commence à voir progressivement des noms de population, des noms de villages en Corse, qui sont des noms qui proviennent vraisemblablement de l'hébreu, alors qui sont modifiés, puisque là-bas on parle un dialecte, disons, le corse c'est une langue romane, c'est proche de l'italien, c'est entre le latin et l'italien, et donc du coup forcément on va adapter un petit peu ces noms, mais on les retrouve, et on les retrouve jusqu'à aujourd'hui, encore à l'heure actuelle en Corse, on a un certain nombre de noms de personnes, de lieux qui sont en fait d'origine juive. Par exemple, il n'y a pas de mot juif dans un certain nombre de langues, on ne parle pas des juifs, on parle des hébreux encore aujourd'hui, et donc du coup, on va retrouver des noms de villages qui vont être apparentés aux noms hébreux, des noms de personnes. Par exemple, la Briva, eh bien en fait, à Briva, on pense que ça pourrait venir de Hébréo. C'est la maison de l'hébreu, la maison du juif, si vous voulez. Donc ce nom de village pourrait en fait provenir de l'hébreu. Et puis bon, il y a aussi des noms qui sont des noms bibliques. Par exemple, un nom commun, Siméoni. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Siméoni. Siméon, c'est Shimon en hébreu. Donc, il y a une possibilité pour que ce soit d'origine juive. Alors, d'autres disent, mais non, parce que après tout, comme ce sont des chrétiens, les prénoms bibliques sont à la fois utilisés par les juifs, mais aussi par les chrétiens. Donc, ça pourrait être un nom chrétien. Mais il y a quand même de bonnes chances pour que ces noms-là, en fait, soient d'origine juive. De manière générale, on a peu de découvertes archéologiques, disons, d'avant l'époque romaine. Alors qu'on sait qu'il y a une présence, on sait par les textes, on sait, je vous dis, les Phéniciens s'installent un peu partout. On n'a pas retrouvé d'établissement phénicien en Corse, enfin, pas à ma connaissance. On n'a pas retrouvé de synagogue antique. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Vous savez, le problème de l'archéologie, c'est ça, c'est un peu le hasard des découvertes. Et on continue, on fait des découvertes chaque année dans des sites archéologiques. Alors il faut se donner la peine de fouiller. Alors je vois par exemple en Israël, il y a beaucoup de chantiers de fouilles. Donc chaque été, on découvre tout un tas de choses. Il faudrait se donner les moyens de faire davantage de fouilles. Après ça, c'est sûr que dans l'intérieur des terres, on sait par exemple que quand il est fait mention que l'empereur Tibère va expulser les Juifs et les envoyer donc dans cette province qui regroupe la Corse et la Sardaigne, et on ne sait pas trop où, on se dit peut-être en cherchant, mais alors il faut aller dans les villages de montagne. On va fouiller sur le littoral, mais pas trop à l'intérieur des terres. Je serais pas surpris si dans
dans les années futures, au hasard des découvertes archéologiques, on découvrait un ancien mikvé, par exemple, ou une trace d'une occupation, d'une présence juive à l'époque antique. Durant la guerre de 39-45, l'administration corse a détourné les ordres de Vichy concernant les Juifs. C'est tout un système qui a fonctionné avec les sous-préfets, Ravaille à Sartène et Rix à Bastia, et les responsables de la police. Mais cela n'aurait pas été possible sans une interaction de la population. De nombreuses personnalités et associations se mobilisent auprès de Yad Vashem afin de demander pour la Corse le titre de juste parmi les nations. Les lois de Vichy concernant les Juifs ont été appliquées en Corse comme ailleurs. Paul Silvani, écrivain et journaliste, spécialiste de la Corse. Cela dit, il n'y a pas eu ce qui s'est passé dans la zone occupée française. Une affaire comme celle du Veldiv ici, bon, ça n'était pas imaginable. Et puis, au contraire, même en 1942, lorsque les Juifs commençaient à être persécutés en France, et que France continentale, et qu'ils cherchaient refuge là où ils pouvaient, alors ils venaient en zone non occupée, et puis un certain nombre venaient en Corse. Si bien que la radio corse installée à Turin, qui émettait sous l'égide évidemment du parti fasciste, accusait la Corse d'être le refuge des Juifs. Il faut savoir que les Italiens n'ont pas persécuté les Juifs comme les Allemands, et comme le régime de Vichy, qui évidemment était peuplé de zélateurs. Et ici, il y a eu à Ajaccio 3 Juifs qui ont été assignés à résidence, mais chez eux, à leur propre domicile. Et à Bastia, il y en a eu une centaine, parce que Bastia, il y en avait beaucoup plus, qui ont été envoyés à Ascq. Et puis bon, les habitants les aidaient, et puis le dimanche, ils avaient le droit de descendre jusqu'à Pontelecce en autocar pour voir leur famille qui venait de Bastia, etc. Bon. Et puis à la libération, bon, tout le monde s'était grillé, a été libéré. Il n'y a pas un juif de Corse qui ait été déporté, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Il n'y avait pas que des justes en Corse, mais il y a eu beaucoup de justes en Corse qui ont aidé les Juifs à traverser l'année 1942 essentiellement, et 1943 aussi. Serge Klarsfeld, historien, écrivain et avocat de la cause des déportés juifs de France. Sans être arrêté et déporté, la Corse est le seul département de France à n'avoir livré aucun juif, à part un juif qui a été arrêté après la grande rafle du 26 août 1942 à cause du secrétaire général de la préfecture qui était hostile aux juifs, et en l'absence du préfet qui lui était particulièrement philosémite et qui a beaucoup aidé les juifs. Tous les préfets ont arrêté des juifs, c'est-à-dire aucun préfet n'a démissionné et aucun préfet n'a saboté suffisamment les listes de recensement et les directives reçues par Vichy, et ils ont tous arrêté des juifs, sauf le préfet de Corse. Et je pense que le préfet de Corse avait été également, il n'aurait peut-être pas fait
ce qu'il a fait s'il n'avait pas été influencé par les traditions corses. Si la population avait réclamé l'arrestation des Juifs, s'il y avait eu des lettres de dénonciation, si les officiers, la gendarmerie avaient été hostiles aux Juifs, eh bien, si les maires avaient été hostiles aux Juifs. Or, les réponses des maires, c'est aucun Juif dans nos communes. Donc, on aurait arrêté les Juifs si la population avait été hostile aux Juifs. L'influence seule du préfet n'aurait pas été suffisante pour contrecarrer la volonté et de la population et d'organes de l'État. J'ai fait une demande à Yad Vashem à Jérusalem pour le préfet et le dossier sera étudié historiquement par une commission et en France commission d'instruction et à Jérusalem également. J'espère que au moins il y aura un préfet en France qui aura cette médaille des justes qu'il a certainement mérité. Et d'ailleurs c'était un homme qui avait toujours tourné autour du bassin méditerranéen, qui avait fait les langues orientales, qui avait fait l'arabe, le turc, l'hébreu et qui certainement était philosémite puisque une de ses filles était à l'époque fiancée avec la fille d'un commerçant juif d'Ajaccio. Les indices sont probants en ce qui concerne son comportement vis-à-vis des Juifs. En novembre 1942, les Italiens arrivent. Les Italiens ont pour instruction de la part de leurs militaires et de leurs diplomates de ne pas déporter les Juifs. Ils les concentrent à Ascaux, en Corse, les hommes seulement, et il n'y a pas de déportation. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout dans les 8 départements qui sont entre les mains de l'occupant italien. Et quand les Allemands arrivent, il pourrait y avoir, si la population avait été hostile aux Juifs, il aurait pu avoir des lettres de dénonciation. On aurait pu dire ici, il y a plusieurs familles juives, une famille juive, les Allemands auraient pu s'y intéresser. En 1944, en Dordogne, on tue les Juifs systématiquement quand on les trouve. Je parle des Allemands, des troupes allemandes. Donc ça aurait pu, mais heureusement, la Corse a été libérée et les Juifs n'ont pu être soulagé. En 1983, quand j'ai écrit Vichy-Auschwitz, j'ai publié les listes des recensements, les listes d'arrestation des Juifs dans chaque département, et j'ai vu que la Corse n'avait pas de Juifs déportés, donc zéro. Donc prendre conscience de ce que cela représentait, je me suis intéressé surtout aux Juifs qui ont été perdus, plus qu'aux Juifs qui ont été sauvés. Et j'ai établi le mémorial de la déportation des Juifs de France, c'est-à-dire le listing de tous les Juifs qui ont péri. Et ça, c'était une tâche prioritaire. Mais vient aussi le côté lumière. Le côté lumière, c'est expliquer pourquoi il y a eu moins de Juifs déportés de France que d'ailleurs, pourquoi voilà, la Corse n'a pas connu de déportation. Mais le relais a été pris par Louis Luciani, qui lui est sur place, travaille dans les archives, pas seulement en Corse d'ailleurs, mais en France et puis en Italie, pour élucider tous les aspects et écrire ce que la micro-histoire des Juifs en Corse, de façon à ce qu'elle soit précise, puisque le recensement a été saboté et qu'il faut donc maintenant établir combien de Juifs arrêtables se trouvaient en Corse à ce moment de la grande rafle du 26 août 1942. J'ai lu suffisamment de récits où l'hospitalité vers le proscrit, vers même le fugitif, même le criminel, c'est une hospitalité
de tradition. En Corse, c'est une tradition vis-à-vis de ceux qui sont persécutés, de les recevoir sans trop poser de questions, mais de les mettre à l'abri. Bonaparte, Napoléon s'est intéressé constamment en tant à l'histoire du peuple juif, à sa vocation, à sa régénération, et il a travaillé pendant toutes les 15 années où il a été au pouvoir. Eh bien, d'une façon permanente, il s'est intéressé à la question juive et il a créé les structures du consistoire, des rapports entre les juifs et les pouvoirs publics. Et donc, les Corses ont joué un rôle éminent. Paoli, Bonaparte, et puis... et ça, c'est un aspect de l'histoire qui doit être encore écrit précisément, en travaillant dans les documents de l'histoire juive, c'est-à-dire quelles ont été les vagues d'émigration en Corse, et quelles sont les familles qui ont été issues de cette émigration juive et l'intégration des Juifs en Corse. Le recensement tel que l'a fait Ballet en Corse en 1941, c'est tout et n'importe quoi. C'est seulement 146 noms. Il n'y a pas d'enfants dans ce recensement. Cette liste a une particularité. À 98%, elle est composée de juifs français, on ne peut pas les déporter, et de juifs turcs. Et Ballet, tout au long de sa carrière en Corse, je dirais, va s'appuyer sur un recensement. Et pour lui, il y a des juifs, mais il n'y a pas de juifs étrangers. En août, lorsqu'on reçoit le fameux télégramme, je crois que c'est le numéro 12520, télégramme qu'on retrouve dans le livre de Serge Klarsfeld, qui demande particulièrement de déclencher ce qu'on appelle des opérations de ramassage sur les juifs. Le voilà, le fameux télégramme. Il est manuscrit. Et qu'est-ce qu'on demande ? Afin de vous permettre de procéder 26 août, opération ramassage, on emploie bien comme les ordures, on emploie bien le mot ramassage. Comme on ramasse des ordures, il faut ramasser les juifs. Vous savez, à ce sujet, je les ai toutes entendues. On m'a dit, oui, en Corse, la Corse n'a pas livré les juifs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre. Non, les ordres, elles sont terribles. Arrivés, ici c'est le télégramme qui est manuscrit. Ensuite, il est tapé à la machine et il est collé religieusement sur ces petits cahiers qui sont ici. Qu'a fait l'administration Ballet ? Elle a fait son boulot. Officiellement, on fait le boulot. Officieusement, ils y sont. On ne les a pas vus. Les réponses, vous avez d'abord celle qui est faite qui est quand même une pointe d'humour. La voilà. Elle est faite par Havaille. Elle est faite par Havaille, le sous-préfet de Sartène. Il n'existe aucun Israélite étranger dans mon arrondissement. Et puis il y a une petite précision. Ça c'est du Havaille et c'est son style. Sauf touristes éventuellement. On a des touristes et les touristes ce sont les juifs. C'est-à-dire c'est le qualificatif que Ballet emploie. Lorsqu'il parle des juifs qui sont réfugiés en Corse, le terme de touriste est également repris par la presse de l'extrême droite. Ballet va devenir la bête noire de l'extrême droite. Toute sa famille, y compris ses filles, sont traînées dans la boue. À mon avis, il y a beaucoup de juifs étrangers en Corse. Il y a pratiquement une famille juive dans chaque commune de Corse. J'ai d'ailleurs retrouvé un très long rapport aux archives de l'État italien à Rome. En août 1942, la Corse n'est toujours pas occupée par les Italiens, mais les Italiens espionnent. Les Italiens évoquent objet problème juif en Corse. Nous sommes le 23 mars 1942. Juifs arrivés en Corse après juin 40. Le mouvement juif commence à s'affirmer en Corse après la défaite française.
des milliers de Juifs débarquent en Corse et s'installent dans les hôtels de l'île. Il existe également une colonie de Juifs étrangers. Ils sont à Porto, ils ne parlent même pas le français et ils sont surnommés par la population les Boches. Mais ils sont tous scolarisés et ils s'entendent très bien avec la population de Porto et de Haute. Ces gens auraient dû être livrés à Vichy. Ils ne l'ont pas été. L'inspecteur est descendu, il a écrit néant, alors qu'ils sont tous juifs allemands ou autrichiens. Le problème, c'est qu'à Bastia, il y a d'autres familles de juifs, particulièrement de juifs qui sont apatrides, qui n'ont pas de papier. Donc il faut leur donner des papiers d'identité. Je ne sais pas si c'est Rix ou Ballet qui a fait venir le consul général de Turquie à Bastia. Rix, dans ses mémoires, le dit. On a passé un après-midi à fabriquer de vrais faux papiers, de vrais faux passeports turcs, de façon à ce que ces gens ne soient pas déportés. Nous sommes donc le 20 mars 42, je crois, 20 mars-avril 42, quelques mois seulement avant la grande rafle. C'est quand même toute une organisation auquel beaucoup de monde a participé. Policiers, gendarmes, sous-préfets, mais également l'opinion publique. Il faut bien partir du principe qu'un préfet, surtout en temps de guerre, surtout sous Vichy, ne peut pas aller à l'encontre de son opinion publique. Si le préfet sort dans la rue et que vous avez 1, 2, 3 Corses qui l'interpellent et qui lui disent « Mais les Juifs, qu'est-ce que vous faites contre les Juifs ? Le cinéma avec les Juifs, ça va durer longtemps, il y a encore des Juifs dans la rue. » Le préfet va réagir dans ce sens. Ce qui me fait croire que l'opinion publique corse à cette époque n'est pas du tout antisémite. Avec la population, ils étaient, je ne dis pas qu'ils étaient intégrés à la population, mais ça se passait très bien. Je pense que les habitants savaient ce pourquoi les Juifs étaient ici, en fait. Ils le savaient, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait un silence. Il y avait un silence. Et ce silence, pas seulement en temps de guerre, mais même après, ce silence est resté. Di ciò che tu ti ricordi di Giuifi quando erano qui? Oui, me l'appena. T'avete là. Quei paesani, dei Giuifi che erano qui? No. C'è mai stato storia, Ti cantavano a Condell'Urta a pigliarsi qualche facioino, qualche pommato, de ranza, Mais c'était... Ah, bonne franquette. Non, je vous dis, dans le village, il n'y a pas eu de... Mais les Juifs, ils ont eu la chance, ici. Ils étaient gardés par les Italiens. Vous voyez. En attendant de partir en Italie, et d'Italie, ils devaient aller en Allemagne. L'autre. À un moment donné, l'Italie a capitulé, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Et les Juifs, ils sont partis chez eux. Ils sont partis en Allemagne. Mais je te cite un exemple. Les plus grands professeurs à la Timone et dans les hôpitaux, quoi, c'est des Juifs et des Corses. Hein. Regarde Grisoli, Habib et tout ça et tout là, qui sont là-bas à la Timone et tout ça. Regarde, le plus grand, c'est eux. Hein. C'était Juifs et Corses, une bien longue histoire. Une série de 3 émissions consacrée à la relation entre ces deux peuples. Conception et réalisation, Christine Bartoli et Xavier Nataf. Vous avez entendu des extraits des films La Corse, île des Justes de Clémentine et André Campana, ainsi que La 10e goutte, un film de Gabriel Ohayon.